Le podcast du Diplo de février 2021 rend hommage non pas au quatrième pouvoir, mais au pouvoir publicitaire, autour d'une figure mythifiée, y compris dans nos colonnes, Edward Bernays. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Les relations publiques désignent ce que j'appelle la fabrication du consentement, basé sur un principe formulé par Thomas Jefferson. Dans une démocratie, tout dépend du consentement du peuple. Et Propaganda, effectivement, c'est un ouvrage intéressant à lire parce que il illustre en fait tout un ensemble de principes des relations publiques et comment peser sur les symboles, les associations symboliques. Et ça, c'est toujours en fait le cœur nucléaire de tout discours public, notamment commercial, institutionnel, c'est d'associer des idées, des personnages entre eux pour donner de la force à un produit, à une marque, ou voire à une cause. Donc ce travail d'association symbolique, ça a toujours été au cœur de la publicité et des relations publiques. Et en fait, dans ces ouvrages, il illustre bien. Mais il ne faut pas s'imaginer que sa contribution va bien au-delà. C'est un bon théoricien et un bon pédagogue des relations publiques. C'est en aucun cas l'inventeur des relations publiques, du marketing. D'ailleurs, personne, à mon avis, ne peut prétendre seul à cette étiquette. Anthony Galuzzo démystifie Edward Bernays, publicitaire de lui-même, page 28 du Diplo de février. Ingénieur de l'âme, pour reprendre l'expression d'Ivan Illich citée dans la deuxième partie de cet épisode, Bernays est surtout connu pour son ouvrage de 1928 intitulé tout simplement Propaganda. Propagande. Il y a surtout ces livres qui ont connu un grand écho, mais ouais, sinon au niveau des archives audiovisuelles, c'est surtout effectivement des interviews télévisées. En fait, il a, ces 20 dernières années, connu vraiment un regain en termes de réputation et c'est une espèce d'éminence grise maintenant, il est perçu comme une éminence grise de la marketing, de la marketing moderne, de la propagande. Et ces 5 dernières années, énormément de youtubeurs américains et français, enfin de toute nationalité, vous en trouvez des tonnes, qui répètent comme ça, inlassablement, le mythe Bernays, vraiment sous une forme assez invariable. Les œufs brouillés au bacon, les femmes qui fument, l'entrée des États-Unis dans la Grande Guerre, un coup d'État au Guatemala, c'est en partie lui, Edward Bernays, publicitaire austro-américain et père de la propagande moderne. Oui, alors il y a tout un ensemble de petits exploits qui sont colportés autour de Bernays, qui lui sont attribués, et en fait, la source à chaque fois, c'est les mémoires de Bernays lui-même, ou ses écrits, parce qu'en fait, ses écrits, c'est principalement des écrits de promotion de soi, où il racontait ses exploits à la première personne dans différentes missions qui lui ont été confiées par différents lobbies, différentes entreprises, et il y a tout un ensemble de petites histoires comme ça où il explique comment, en s'appuyant sur la psychanalyse et sur une forme de pseudo-savoir, il a réussi à sonder l'inconscient des masses et à trouver la prise, la méthode pour insérer un produit dans les usages. Et l'histoire la plus connue, véritablement, c'est celle des torches de la liberté, dite des torches de la liberté, c'est celle qui a le plus circulé. C'est l'idée selon laquelle Bernays aurait appris aux femmes à fumer. Donc la légende dit à peu près ceci, Bernays est convoqué par un grand producteur américain de cigarettes qui lui demande de lui ouvrir le marché féminin puisque le tabou pesait énormément sur les femmes. Il n'était pas convenable pour une femme de fumer en public à l'époque. He said, we're losing half of our market because men have invoked a taboo against women smoking in public. Le président de l'American Tobacco me dit « Nous perdons la moitié du marché à cause du tabou qui empêche les femmes de fumer en public. Pouvez-vous nous faire quelque chose contre ça ?» Je lui demande si je peux consulter un psychanalyste pour déterminer ce que la cigarette signifie pour les femmes. Il répond « Combien ça coûterait ?» Donc j'ai appelé le Dr Brill. Il s'adresse à un psychanalyste, Brill, qui lui indique que la cigarette c'est un symbole phallique et qu'il fallait qu'il réussisse à associer ce symbole phallique à la prise de pouvoir des femmes et donc en faire un instrument du féminisme. À partir de cette idée, il va organiser une fausse manifestation de suffragettes pendant une grande parade à New York et
nous dit toujours la légende. À partir de là, il va réussir à casser le tabou et les ventes vont s'envoler. Et comme ça, par la manipulation médiatique, par l'organisation d'un faux événement, il va réussir à révolutionner tout un ensemble de pratiques, d'usages et de symboliques autour de la cigarette. And as quick as that, he said, cigarettes to women are torches of freedom that Aussitôt, Brill me dit que les cigarettes sont pour les femmes des torches de la liberté qu'elles utilisent pour mettre en scène leur opposition au tabou qui les bride. And then he added as an afterthought, and they titillate the erogenous zones of the lips. Et il ajoute qu'elles titillent les zones érogènes des lèvres. Qu'est-ce que je pouvais faire de ça ? C'est là qu'on a eu l'idée d'organiser cette action avec un groupe de jeunes femmes lors du défilé de Pâques de 1929 à New York, en forme de protestation contre l'inhumanité de l'homme qui empêche la femme de fumer. En 6 semaines, il est devenu socialement acceptable de voir les femmes fumer à travers les États-Unis. Ce récit, il est raconté, répété sans cesse, et on s'interroge assez peu au final sur l'histoire de la cigarette. Or, on a tout un ensemble de sociologues, des historiens qui ont écrit sur l'histoire de la cigarette et l'histoire spécifique de la cigarette aux États-Unis. Et quand on se renseigne, on se rend compte qu'on n'a pas eu un moment du jour au lendemain comme ça, des femmes qui se sont appropriées d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. La cigarette, ça a été extrêmement progressive, et on peut considérer que ça arrive progressivement entre la Première Guerre mondiale et la fin des années 20. Donc on a tout un ensemble de facteurs, on a les bouleversements de mœurs qui sont générés par la Première Guerre mondiale, on a également l'intégration progressive des femmes dans le travail salarié, dans le travail tertiaire, dans les usines, etc. On a toute une évolution des mœurs, des mentalités, avec un recul de la morale bourgeoise victorienne. On a aussi et surtout, tout au long des années 20, l'essor d'une culture féministe qui commence à se massifier à travers l'image de la flapper. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Si on prend vraiment les déclarations de Bernays au sérieux, les femmes se seraient mises à fumer fin des années 20 suite à ces actions. Or, il suffit d'aller dans les archives photographiques pour se rendre compte que tout au long des années 20, on a tout un ensemble de photographies de femmes fumant en public. Et en fait, la femme féministe flapper affirmant son émancipation et affirmant l'égalité homme-femme, en fait, le fait à travers tout un ensemble d'objets signes, le chapeau, la jupe, mais également la cigarette. Donc c'est quelque chose qui est déjà là depuis une dizaine d'années. Or, quand on écoute la légende Bernays, le mythe Bernays, en fait, on a l'impression que c'est Bernays par un travail d'ingénierie sociale totalement extérieur qui est venu comme ça associer la cigarette et l'émancipation féminine, le féminisme, comme ça, vraiment d'un coup de baguette magique. C'est pas du tout conforme à ce qu'on sait de l'histoire de la cigarette. Et quand on remonte le fil des médiations, d'essai en essai, en partant des années 2020 jusqu'aux années 1990, puis ensuite en remontant aux sources, on se rend compte que toutes ces narrations reprennent en fait une narration originelle qui est celle de Bernays. Bernays dans ses livres, et notamment dans son autobiographie, où il raconte ses propres exploits, on se rend compte en fait qu'il y a une grande concordance entre ce qui nous est raconté aujourd'hui et ce qui est répété depuis des décennies, et les lauriers que Bernays s'est lui-même tressé dans ses ouvrages. Et c'est là en fait l'ironie, c'est-à-dire que vous avez un auteur qui s'est institué, qui a travaillé à sa propre légende en fait, qui a travaillé à l'idée de s'instituer comme ça dans l'histoire comme un génie de la propagande et du marketing. On a des documentaires, des essais qui essayent de déconstruire un peu et de critiquer ce pouvoir du marketing, de la propagande, et qui le fait en fait en reprenant à son compte le monument que ce propagandiste a érigé à sa propre gloire. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. Le célèbre discours du dictateur de Chaplin, retravaillé par le logiciel Autotune. On est vraiment sur une vision personnifiée, romantique et mythologique de l'action humaine, c'est-à-dire une vision en fait qui est anti-marxiste,
ou anti-structurel, on est sur quelque chose où on a un théâtre humain comme ça, et on aurait des individus qui seraient aux commandes, qui seraient aux manettes, et qui décideraient de plonger le devenir humain plutôt dans un sens ou dans un autre, à la seule force de leur action. Ce qui est vraiment extrêmement simplificateur, mais qui concorde bien, je trouve, avec l'idéologie, alors pourrait-on dire dominante aujourd'hui, en tout cas une espèce d'humeur très, très importante aujourd'hui, qui est celle qui consiste comme ça à voir l'histoire comme étant fomentée, comme étant préparée, alors que quand on s'intéresse à tous ces événements de plus près, on se rend compte que derrière le mythe du génie, de celui qui est censé avoir inventé une technique, inventé un outil, souvent en fait il arrive juste en bout de chaîne, et il y a toute une grande chaîne comme ça qui se plonge, qui se prolonge dans les décennies, dans les siècles qui ont précédé, et on se rend compte que c'est toujours un ouvrage collectif. À partir du moment où des êtres humains, on manipule des signes tous les uns par rapport aux autres, donc voilà, moi, quand je discute avec ma conjointe, avec ma mère, avec mon cousin, voilà, je peux avoir des tendances à la manipulation, quand bien même je suis pas particulièrement manipulateur. Enfin, c'est ce que nous enseigne la psychologie d'ailleurs, hein, ça fait partie la manipulation par les mots, par les signes, par les attitudes, etc., de la communication humaine. Maintenant, voilà, là on essaie d'expliquer, enfin j'essaie en tout cas pour ma part d'expliquer comment elle est organisée à l'échelle institutionnelle. Et en fait, effectivement, moi je considère que quand on resitue ça dans le collectif, et qu'on fait un travail socio-historique, c'est-à-dire qu'on essaie de recomposer les procédés, on se rend compte que ça part pas d'une intention machiavélique, ça part d'une nécessité économique qui est liée à une société de marché. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des grandes entreprises multinationales, ou à partir du moment où vous avez un marché avec des acteurs de plus en plus puissants qui sont conscients du capital et qui produisent et échangent leurs marchandises à travers des centaines, des milliers de kilomètres, forcément, ils peuvent plus maîtriser leur communication comme le ferait une petite entreprise une petite TPE de 3-4 personnes. Les choses se délèguent, et en fait, ça s'explique par la division du travail. On a une division du travail qui s'accroît, et on a une hyper-spécialisation des fonctions, et la parole de l'entreprise, la symbolique de l'entreprise, elle est prise en charge par des consultants, par des experts, qui vont inventer les logos, qui vont inventer le discours, le positionnement, la communication, etc. Et en fait, pour moi, tout part de là, en fait, de cette division du travail, de cette économie-là, alors que dans certains discours, beaucoup plus souvent dans les discours d'ailleurs, on va dire médiatiques au sens large, y compris ce qui traîne dans les réseaux sociaux, on part pas d'une structure ou d'institution, on part d'un individu qui a un projet. Et cet individu qui a un projet, c'est un individu malveillant, et son projet, en fait, c'est de faire advenir telle ou telle philosophie ou telle vision du monde, et pour ça, il s'emploie avec par des moyens détournés à faire avancer son agenda. Voilà, bon bah ça c'est pas, ça me semble pas du tout être un cadre pertinent en fait, parce que ça met quelqu'un aux manettes. Personne n'est aux manettes en fait. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui interagissent. Certains ont un pouvoir beaucoup plus important parce qu'ils concentrent beaucoup plus de capitaux économiques, culturels, sociaux, etc. Mais personne n'est aux manettes, in fine, quand on prend du recul. Courrier @monde-diplomatique.fr, lundi 1er février, 16h31. Dans son article sur Edward Bernays, M. Galouzeau néglige de mentionner que Bernays était un neveu de Sigmund Freud. Point. Son oncle, semble-t-il, n'appréciait pas qu'il utilise ses découvertes sur l'inconscient dans son travail de consultant publicitaire. 3 petits points. Signé André Goyette, abonné. Oui, voilà. Oui, bah, ça participe effectivement à la mythologie, hein, effectivement. Il y a une filiation. Donc le génie de Freud, en fait, se retrouverait chez Bernays, et Bernays lui-même en a fait un argument de vente, en fait. Il l'a souvent mis en valeur dans les récits qu'il a produits à propos de lui-même.
parce que c'est une espèce de filiation qui légitime en quelque sorte dans sa capacité à sonder l'inconscient et être un consultant d'autant plus génial. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas davantage échangé avec son oncle, Bernays, sourire aux lèvres, botte en touche. How come you didn't call your uncle? Why didn't you call your uncle? Because he was in Vienna. Parce qu'il était à Vienne. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio.